C'est fou de se dire qu'en moins de 30 jours, Ouais, à peine un mois. à peine un mois, oui, et une doctrine de défense américaine à la base conçue pour isoler le pays, a fini par imposer la semaine de 4 jours au Pakistan. Et vider les supermarchés au Qatar, on l'a bien vu. Sans parler de la menace directe sur la prochaine récolte de soja au Brésil. Bref, on est le 28 mars 2026. Déjà. Ça fait exactement un mois, jour pour jour, que le monde a basculé avec le déclenchement de la guerre en Iran, le 28 février dernier. Et aujourd'hui, le but de cette analyse approfondie, c'est vraiment de comprendre comment un événement militaire très localisé a pu gripper absolument toute la machine mondiale en un temps record. Ouais, et pour décortiquer cette réaction en chaîne, on s'appuie sur une pile de documents vraiment fascinants. Absolument. On a des archives encyclopédiques qui retracent l'impact économique mondial quasiment minute par minute. Mais on a aussi des trucs plus pointus, genre le rapport stratégique du CSIS sur la politique de défense américaine. C'est ça, plus des analyses financières brutes qui viennent de médias du Moyen-Orient comme Argam et Al Arabi. Et une enquête assez dingue du Financial Times. L'objectif, c'est d'extraire le bruit ambiant, d'oublier la panique des gros titres pour comprendre la mécanique de la crise. Exactement. Comment on passe d'une stratégie géopolitique à l'explosion du prix de ton panier de courses. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a un point indispensable à clarifier vu les documents qu'on explore. Oui, c'est crucial. Les documents que nous analysons aujourd'hui contiennent des actions politiquement très chargées impliquant les États-Unis, Israël, l'Iran et diverses nations arabes. Il est crucial de préciser pour notre auditoire que nous rapportons ces faits de manière strictement impartiale. Nous ne prenons aucun parti et ne cautionnons les actions ou idéologies d'aucune nation. Notre seul but est de transmettre et d'analyser les idées et les faits tels qu'ils sont présentés dans nos sources. Le cadre est posé. L'approche est purement analytique. Bon, décortiquons un peu tout ça. C'est comme jeter un rocher dans une mare, Sauf que la mare, c'est l'économie mondiale. c'est ça, et que le rocher pèse plusieurs millions de tonnes. Et pour comprendre la taille de la vague, il faut regarder l'état d'esprit qui régnait juste avant l'impact. Et là, on a un paradoxe stratégique total. C'est vraiment le point de départ incontournable. Bah oui, si on prend le rapport du CS6 de janvier 2026 sur la stratégie de défense nationale des États-Unis, Ma fameuse NDS. ouais, on y lit noir sur blanc une politique America First. C'est un document qui respire le repli sur soi, l'obsession de défendre uniquement l'hémisphère américain. Tout à fait. Il parle même de l'opération Southern Spear. Ah oui, dans les Caraïbes? Exactement. On parle de 11 000 soldats mobilisés juste là, près de chez eux. Et le message pour l'Europe est hyper clair. Les alliés de l'OTAN doivent assumer leur propre sécurité. Le rapport souligne d'ailleurs, de manière un peu piquante, que l'Europe a 13 fois le PIB de la Russie. En gros, vous avez les moyens, débrouillez-vous. C'est vraiment une doctrine de forteresse. Mais attends, c'est là que ça devient vraiment intéressant et un peu incompréhensible. Comment ça? Comment une administration peut publier un document qui prône un repli total en janvier et paf, un mois plus tard, le 28 février, déclencher l'opération Epic Fury? Ah oui, les frappes américano-israéliennes. Voilà. Avec l'assassinat du guide suprême Ali Khamenei, c'est littéralement déclencher le plus grand conflit au Moyen-Orient depuis des décennies. Ce qui est fascinant ici, c'est la faille de perception. L'administration pensait sans doute être protégée par sa propre production pétrolière nationale. Genre, on produit notre propre pétrole, donc on s'en fout de ce qui se passe là-bas. C'est exactement l'idée. Une sorte de bouclier énergétique. Sauf que la réalité de la mondialisation a violemment rattrapé la théorie géopolitique. Le marché de l'énergie, c'est pas des petits lacs isolés par pays. Non, c'est une immense piscine mondiale. Si quelqu'un vide le côté profond de la piscine, le niveau baisse pour tout le monde, même pour ceux qui pataugent du côté peu profond. Et cette erreur de jugement, ça nous amène directement à la riposte de l'Iran. Parce qu'ils n'ont pas cherché à affronter des porte-avions de face. Non, ils ont ciblé la piscine. Ils ont frappé les artères de l'économie. Le 4 mars, bam, fermeture du détroit d'Ormuz. Le média Arkham a même appelé ça la pandémie Hormuz 26. C'est un terme très fort. Une maladie qui n'attaque pas les poumons, mais les voies d'approvisionnement mondiales. Et c'est pas juste un blocage naval. Nos sources parlent de plus de 40 installations énergétiques touchées. Dans 9 pays différents? Ouais. Et le truc qui m'a vraiment marqué, c'est l'attaque sur l'installation qatari de gaz liquéfié de Ras Laffan. Une catastrophe industrielle. Et pourquoi les documents parlent de 3 à 5 ans pour réparer? On peut pas juste remplacer des tuyaux? Si seulement. Mais on ne parle pas de plomberie classique là. Le gaz liquéfié demande une ingénierie cryogénique de pointe. Pour refroidir le gaz à des températures extrêmes, c'est ça? Exactement, moins 162 degrés.
Les pièces détruites, les turbines, les compresseurs géants, ce sont des pièces uniques faites sur mesure. Ah, donc il n'y a pas de stock de rechange. Pas du tout. Les listes d'attente chez les constructeurs sont de plusieurs années. Quand ça explose, tu redessines presque toute l'usine. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Si on reprend notre image de l'artère, le détroit d'Ormuz, c'est la carotide du système énergétique mondial. C'est une excellente analogie. On peut survivre à une coupure au doigt, à plein de petits chocs, mais une pression sur la carotide, le flux sanguin s'arrête instantanément. Et le cerveau s'éteint. Sur les marchés, ça s'est traduit par un baril de Brent à plus de 120 $. Fatih Burol, de l'Agence internationale de l'énergie, a même dit que c'était pire que les chocs des années 70 combinés. Si l'on relie cela à la situation globale, le vrai problème, c'est que le monde n'a aucun plan B. Mais l'OPEP, ils n'ont pas des réserves d'urgence. Si, mais leur capacité de production de réserve tourne autour de 3 à 4 millions de barils par jour. Et il en manque combien là? Entre 8 et 11 millions de barils par jour sont bloqués. Le trou est impossible à combler. Donc si l'offre ne suit pas, la demande doit baisser. Ce qu'on appelle la destruction de la demande. Avec un baril qui pourrait toucher les 150 $, on perdrait 5 à 10% de la demande mondiale. Concrètement, ça veut dire des usines qui ferment parce que l'énergie est trop chère. Des mesures de rationnement drastiques. D'ailleurs, les Philippines et le Pakistan ont déjà instauré la semaine de 4 jours. Pas pour le bien-être des employés, on s'entend. Non, par pure nécessité de survie énergétique. Pour éteindre les lumières un jour de plus par semaine. Mais l'énergie qui ne sort plus du Golfe, c'est qu'une phase de la pièce. Exactement. Il faut regarder ce qui n'y entre plus. Si Hormuz est bloqué, les ressources vitales ne rentrent pas. Et ça brise le modèle économique du Golfe de l'intérieur. Le Conseil de coopération du Golfe importe environ 70% de sa nourriture par ce détroit. 70%. L'inflation alimentaire a explosé, entre 40 et 120% d'après les sources. Des entreprises comme Lulu Retail ont carrément dû affréter des ponts aériens. Des avions cargo pour amener de la farine et des lentilles, ça doit coûter une fortune. Mais le pire, c'est pas la nourriture. C'est l'eau. Ouais. L'Iran a ciblé les usines de dessalement. Et dans cette région, c'est pas un luxe, c'est la vie. Le Koweït et le Qatar en dépendent à 99% pour l'eau potable. C'est le talon d'Achille parfait. Sans ces usines, l'illusion du Golfe comme un paradis sûr pour les expatriés vole en éclats. En fait, au-delà des chiffres froids de la macroéconomie, c'est l'aspect humain qui est frappant. Complètement. Le modèle entier de ces États reposait sur une garantie psychologique absolue de sécurité. Et là, des centaines de milliers de professionnels hautement qualifiés se transforment en réfugiés économiques du jour au lendemain. C'est un exode des talents. L'Inde fait face à une migration de retour de 220 000 expatriés fuyant la région. En à peine un mois. Ouais, ça provoque même un boom immobilier de 14% dans les villes indiennes de second rang parce qu'ils reviennent avec leurs économies. Mais à long terme, pour l'Inde, c'est une catastrophe, non? Énorme, ça détruit les flux vitaux de rapatriement de salaire, ces fameuses remises migratoires qui soutiennent des familles entières. Et pour le Golfe, même si la guerre s'arrête demain, cette fracture de confiance, un expat qui a eu peur de manquer d'eau pour ses enfants, Ça mettra des décennies à guérir. bon, cet effondrement régional agit comme un virus hyper puissant. La contagion mondiale est instantanée. On le voit sur les marchés, mais aussi dans les champs agricoles à l'autre bout de la planète. Si on regarde l'Europe d'abord, les réserves de gaz chutent à 28,5%. Les prix doublent, 62 € le mégawattheure. Et Shell prévient qu'on aura des pénuries de carburant d'ici avril. ce qui amène un risque réel de désindustrialisation en Europe. Et aux États-Unis, c'est pas mieux. L'essence grimpe à 4 ou 5 $ le gallon. Record absolu en Californie. Goldman Sachs évalue même le risque de récession américaine à 30%. Les bourses dévisent de partout. Le Kospi sud-coréen a chuté de 12%. Mais le truc le plus fou, c'est l'impact inattendu sur l'agriculture. On a tendance à oublier à quel point tout est lié. Cela soulève une question cruciale sur nos chaînes d'approvisionnement. Bah oui, comment un embargo maritime dans un désert finit par vider le grenier à blé du Brésil? C'est le problème des flux tendus. Le Brésil est un géant du soja et du maïs, mais il dépend des exportations de soufre et d'urée du Golfe pour ses engrais. Donc le Golfe est bloqué, le Brésil n'a plus d'engrais. Pas d'engrais, pas de soja, et le soja sert à nourrir le bétail mondial. C'est la crise alimentaire mondiale qui s'annonce, juste à cause d'un détroit fermé. Une fragilité systémique effrayante. Et au milieu de ce chaos physique, il y a toujours des scandales financiers. C'est inévitable. Ah, l'enquête du Financial Times. Ouais. Le journal révèle qu'environ 580 millions de dollars de paris sur la baisse du pétrole ont été placés en bourse. À peine 15 minutes avant un tweet de Donald Trump le 23 mars. Un tweet qui annonçait le report des frappes pour des pourparlers, on s'en souvient. Exactement. Ce qui a fait chuter les prix instantanément et rendu ces parieurs extrêmement riches.
Bien sûr, on rapporte ces allégations de manière factuelle, telles qu'elles figurent dans les sources. Mais ça soulève d'énormes accusations de délit d'initié. Pendant que de vrais bateaux sont bloqués, des millions se font virtuellement en 15 minutes. Et dans notre monde hyper connecté, ça montre bien que la géographie n'est plus une barrière. Une crise locale, ça n'existe tout simplement plus. Mais au-delà de ce constat, en lisant ces sources, t'as soulevé un point en préparant cette analyse qui va bien au-delà des gros titres actuels. Oui, il y a une idée assez provocatrice qui émerge quand on lit entre les lignes. Laquelle? Les sources parlent de navires qui fuient vers le cap de Bonne-Espérance pour survivre, et de l'Europe qui cherche désespérément à accélérer l'énergie solaire et éolienne pour devenir autonome. Ouais, l'urgence de se détacher du pétrole du Moyen-Orient? Et si ce conflit, au lieu de conforter le pouvoir des pays pétroliers, signait en réalité la mort accélérée de l'ère des combustibles fossiles? Attends, la fin du pétrole, mais pas pour sauver la planète. Exactement. Non pas par conscience écologique ou pour le climat, mais par pur instinct de survie géopolitique et de sécurité nationale. Parce que le détroit d'Ormuz a prouvé qu'il était une faille bien trop dangereuse. Voilà. Une faille insoutenable pour l'humanité entière. Une éolienne ou un panneau solaire sur ton propre sol, personne ne peut te le bloquer avec un sous-marin à 10 000 km de là. C'est une pensée incroyable sur laquelle méditer. La géopolitique verte, motivée par la peur et la défense. Eh bien, merci pour cette analyse fascinante. C'était un plaisir de décortiquer tout ça. À tous ceux qui nous écoutent, on espère que cette plongée au cœur de ces documents vous aidera à garder un esprit critique face à l'avalanche d'informations quotidiennes. Restez curieux et à bientôt.